Alors, effectivement, le thème de la fécondité, pardon, oui, je ne suis pas un habitué des micros, c'est pour ça. Le thème de la fécondité, c'est sûr que c'est une chose qui s'approprie à la vie du sol, car la vie du sol a été très largement ignorée, ce qui est très dommageable, parce que finalement, cette vie, elle est plus intense dans le sol qu'elle n'est sur le sol, toute vie confondue. Il ne faut jamais l'oublier. C'est le point de départ pour comprendre tout ce que l'on peut expliquer après. D'accord. Ensuite, lorsque cette vie du sol qui est très importante, une faune très variée, très diversifiée, qui existe en surface, qui existe en profondeur, qui existe dans des zones intermédiaires où chacun a son rôle et où cette vie fait le travail que nous attendons sur le produit final et que nous mettons dans le sol. Autrement dit, vous avez par exemple les micro-organismes en surface qui travaillent avec air, qui eux vont, avec un support de matière organique suffisant, vont transformer les minéraux grâce à une bonne conductivité minérale et ils vont transformer ces minéraux et les rendre assimilables à la plante. Donc vont favoriser la vie de la plante parce que finalement la vie ou la fécondité, pour moi, elle est aussi importante dans le sol que lorsqu'on parle des plantes. Ensuite, vous avez les micro-champignons qui, eux, font un travail remarquable également, qui travaillent en périphérie des racines et qui vont aussi être très actifs pour métamorphoser déjà l'énergie qui arrive par la lumière et qui représente 95% de l'énergie de la plante. Et ensuite, cette énergie va être transformée également par les champignons, les mycorhizes, et notamment tous ceux qui vont suivre le circuit des plantes. Donc, à partir de là, tout ce monde-là qui se met en œuvre va permettre à la plante de se développer. Et l'intérêt majeur qu'il ne faut jamais perdre de vue dans le développement d'une plante, c'est qu'au départ, il faut qu'elle développe ses racines le plus vite possible et avec un encombrement maximum. Plus la plante va faire de racines au départ, plus vous allez la favoriser au départ, grâce à la vie ou grâce à l'activation de cette vie dont on parlera par la suite, va permettre à la plante de se déployer, d'être beaucoup plus résistante aux maladies, qui peut largement controverser toutes les solutions chimiques que l'agriculteur est obligé d'utiliser pour faire les rendements. Donc, naturellement, les choses ont été prévues pour être faites et bien fonctionner. Ensuite, après, c'est simplement parce que l'homme a voulu être pressé de faire des rendements, d'évoluer dans sa société, que l'on a fait appel à l'agrochimie, ce qui peut se comprendre. Après, je dirais que naturellement, nous avons beaucoup de moyens de faire évoluer la plante au mieux à partir de cette vie importante. Vous avez un autre acteur aussi, qui est le ver de terre, qui est peut-être le plus important, car c'est lui qui nous crée le complexe argilo-humique. C'est lui qui, de novembre à mars, vient travailler intensément à la surface du sol, vient chercher les litières qu'il va mélanger à l'absorption de terre qu'il ingère, auquel cas il ingère environ à peu près son poids tous les jours, et en sachant que notre sol en contient selon les sols, les types de sols, entre 1 et 4 tonnes à l'hectare. Et là où le ver de terre est très, très abondant, il peut produire jusqu'à 40 tonnes de matière organique à l'hectare par an. C'est énorme. Sans lui, tous les autres acteurs font leur travail. Peut-être c'est lui qui fait le travail le plus important et le plus abondant. Mais il n'est qu'un acteur dans la chaîne. Ensuite, lorsque nous regardons d'un peu plus près tout ce travail, cela permet aussi alors aussi, je m'excuse, il faut quand même identifier les types de sols que nous avons. Car en fonction des types de sols, forcément, vous avez ceux qui sont à dominance calcaire, dominance argile, dominance limon, dominance granitique, selon les régions. Alors il faut savoir que la matière organique, c'est le point le plus important dans un sol. Un sol bien pourvu, il en a autour de 3. Mais si vous avez des sols ou des analyses qui vous mentionnent votre sol est proche de la mortalité, je dirais qu'il est mort, pratiquement. Et à partir de là, vous aurez beaucoup de mal, même avec toute la science qui existe, vous aurez du mal à obtenir le maximum de rendement que vous souhaitez.
Donc, la matière organique, je vous ai dit, elle est fabriquée en partie par les vers de terre, mais nous avons aussi tout le résidu racinaire. Certains sont apportés sont consommés par des faunes, et d'autres évoluent en matière organique. Donc c'est un apport qui se fait naturellement. Vous avez toute la faune, quand elle meurt, qui produit de la matière organique, parce que c'est important. La matière organique est un des rares éléments où il y a une perte chaque année. Et donc il faut un renouvellement pour compenser, afin que nos sols contiennent toujours environ 3%. À partir de là, il faut également souligner que cette matière organique, donc on a intérêt à veiller. Ensuite, l'autre raison que vous devez veiller dans vos sols, c'est l'activité biologique. Dans des analyses, ça se mesure. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de labos qui le mesurent, malheureusement. J'ai vu qu'il y avait des labos qui le mesuraient bien, mais beaucoup de labos n'y attachent pas d'importance. Et pourtant, toutes les analyses de sol que j'ai vues pouvaient avoir de très bons indices, mais j'en ai rarement vu qu'il y avait une activité microbienne suffisante. Et c'est là le problème. C'est là le problème parce qu'à partir du moment où cette activité microbienne de vie n'est pas bonne, votre sol ne fonctionnera qu'à 30, 40, 50, 70% de son potentiel. Donc pour qu'il fonctionne en haut potentiel, il faut que cette activité biologique, donc que le vivant, travaille à plein régime dans notre sol. Donc c'est une histoire de vie. C'est la vie qui est le point central qui va favoriser la fécondation à tous les niveaux. Après, au niveau des semences, effectivement, les semences, il y a plein de solutions, mais on sait que, par exemple, puisque vous abordez Dominique tout à l'heure, moi j'ai pu découvrir, depuis les années 92, qu'il y avait des solutions de levure à partir de pain. Moi j'avais découvert ça par un boulanger qui faisait ça en Allemagne. Et donc, finalement, je me suis vite aperçu que ces levures possédaient tout simplement beaucoup d'éléments de vie qu'il y a dans le sol. Donc, elles permettent d'apporter des renforts à un moment crucial qui est la germination de la plante, donc, où on peut enrober les semences avec, qui permettent de conduire la céréale en la protégeant et surtout en favorisant son développement racinaire. Ça, c'est flagrant. Et à partir du moment où vous réussissez cette étape-là, vous avez gagné 80% de la suite. Après, il faut vraiment des gros problèmes. Excusez-moi. Il faut vraiment des gros problèmes pour que, finalement, la plante n'aille pas à son but final. Et cela peut vous permettre, ce qui est important, de subir moins de traitements. Parce que les traitements, s'ils sont nécessaires, ils sont nécessaires. Sauf qu'il ne faut jamais perdre de vue que des traitements, on a des effets secondaires. On n'en parle peut-être pas, mais quand vous avez un produit fongique, je m'excuse, vous ne devez pas que les mauvais champignons, vous atteignez les bons également. Donc vous créez des dysfonctionnements. Et les dysfonctionnements, ça fait partie des effets secondaires. Alors quand vous accumulez tous les inconvénients avec cela, eh bien malheureusement, vous allez à l'encontre de ce que je suis en train de vous dire, de l'importance de la vie du sol. Alors je sais que ce n'est pas facile, je sais que chacun travaille dans son monde comme il l'entend et comme il veut, mais je pense qu'il est important de connaître toutes les solutions si demain on veut faire face aux évolutions qui nous imposeront très probablement des problèmes. Donc, je dirais aussi que lorsqu'on connaît bien son sol, lorsque l'on fait attention à cette vie, si on ménage cette vie, si on fait en sorte de cette vie du sol de l'accompagner un maximum, vous serez face à beaucoup moins de problèmes. Et les problèmes, c'est la source de tous nos ennuis, à tous les niveaux que ce soit. Beaucoup l'ont évoqué tout à l'heure dans plein de domaines. Eh bien, là, c'est pareil. Donc, les semences, par exemple, peuvent être enrobées avec ces levures qui vous permettent donc d'aménager un départ de vie de cette céréale, de vos céréales, qui vont s'enraciner 3 à 4 fois plus. Ça, c'est important à le retenir. Ensuite, elle s'utilise aussi également. On peut l'utiliser après en cours de vie. Au même titre, moi, j'ai eu dans ma vie professionnelle des gens qui le faisaient en cours de végétation parce qu'ils avaient fait un choix de remplacer les produits chimiques. C'est des choix qui sont donnés à chacun de faire comme il entend. Hein. On est d'accord. Pour moi, ce qui me paraît important, c'est que vous sachiez qu'il existe des solutions.
Il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Et je n'ai pas la prétention de tous les connaître. Maintenant, ça m'a permis, en découvrant ces solutions-là, c'est là que m'a été ouvert cet horizon de comprendre que finalement, nous avions des possibilités de faire face à tous nos problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Et je crois que c'est important. Et je ferai une petite allusion à vous, simplement de savoir si vous étiez au courant qu'à l'INRA, on avait fait des recherches en 1980 sur le monde des bactéries, avec des choses très intéressantes. Je les avais appelées d'ailleurs. Moi, j'avais découvert ça par hasard, hein. Mais on m'avait dit qu'à l'époque, ça n'intéressait pas grand monde dans l'industrie, malheureusement. Mais il y avait des hommes illustres que je connaissais à l'INRA qui ont fait les recherches avec des résultats fantastiques, je peux vous le dire. Après, c'est tombé plus ou moins dans... Il n'y a pas eu de publication, je m'excuse, c'est normal. C'est normal, c'est dommage, on va dire. Mais l'INRA est une institution qui ne peut pas se substituer non plus à l'industrie, hein. Si l'industrie, ça ne les intéresse pas, ce n'est pas elle qui peut le faire à la place. Donc après, on entre dans le monde marchand, où là, les intérêts commandent chaque chose différemment, et pas forcément dans le souhait de ce que tout le monde souhaite. Voilà. Ensuite, je dirais que l'état d'un sol, alors effectivement, un sol, ce qui est important aussi, avec les aléas climatiques, quand vous le cultivez, l'aération d'un sol est primordiale. Alors, vous me direz, tous les sols ne se prêtent pas à être travaillés. On peut, effectivement, il y a des cultures où ça va être difficile d'aérer le sol quand il est hyper tassé ou quand il a subi des orages violents. Mais il faut savoir qu'un sol, quand il manque d'aération, vous avez 60% de la vie bactérienne qui meurt. Je vous rassure, elle se reconstitue très vite. Mais là aussi, ce sont des aménagements que vous pouvez réaliser si la culture s'y prête et qui permettent d'augmenter cette aération pour compenser et donner de l'élan à cette culture qui va pouvoir de nouveau se modifier, qui va s'épanouir. Ensuite, bien entendu, l'eau. Nous savons qu'aujourd'hui, malheureusement, dans beaucoup de régions de France, soit il y en a qui sont noyées, d'autres qui sont en hyper-sécheresse. Évidemment, l'eau est un facteur primordial également pour ce qui est de permettre à un sol de bien vivre, de bien se nourrir et surtout d'accompagner l'activité, car tout le problème est d'avoir un environnement qui accompagne cette vie pour qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Car effectivement, quand nous avons les aléas climatiques contre nous, c'est parfois difficile, c'est parfois très difficile de pouvoir faire évoluer favorablement sa culture. Alors ensuite, vous avez, en termes de céréales, par exemple, de culture, vous avez des cultures, vous avez des céréales que vous connaissez bien sûr, vous avez des céréales, la culture de l'avoine, qui d'ailleurs reprend. J'ai constaté qu'elle reprenait de l'importance, elle a été beaucoup oubliée, et c'est une céréale très privilégiée parce qu'elle a beaucoup d'intérêt, l'orge également. L'orge, par exemple, est une céréale de sécurité alimentaire pour certains types d'élevage et notamment de digestifs. Car c'est la céréale... Pardon. Ah, excusez-moi. Oui. Parce qu'effectivement, la céréale demande comment dirais-je, beaucoup de nutrition, c'est vrai, mais vous avez des céréales qui ont des propriétés beaucoup plus agressives, qui vont provoquer, par exemple, dans le règne animal, beaucoup plus d'acidose. Moi, j'ai vécu dans le monde animal, beaucoup, et donc j'avais vu que dans un élevage de porc, lorsqu'on mettait de l'orge à 30% dans une ration, on n'avait aucun problème de diarrhée. Aucun. C'était une céréale de sécurité. Et ça, beaucoup d'éleveurs m'avaient dit, au bout d'un moment, on peut diminuer déjà de moitié les risques médicamenteux, rien par l'aliment. Donc l'aliment, quand il est bien géré, quand la céréale est bien élevée, si j'ose dire, au niveau du sol, il n'y a aucun doute, vous allez avoir des résultats qui vont être nettement supérieurs au niveau du règne animal, dans également, je dirais, son évolution, son engraissement, son élevage, à proprement parler. Donc, pour passer dans le règne animal, nous avons exactement la même configuration que dans le sol. Également,
le règne animal, si on l'aide, vous voyez, on revient toujours dans le monde des levures. Pourquoi on parle des levures aujourd'hui? Parce qu'elles ont un rôle que beaucoup de choses n'ont pas. Elles sont multifonctionnelles. Il faut savoir que le monde des bactéries, c'est l'origine première de la vie. Il ne faut pas l'oublier. Donc elles ont une fonction. Et vous avez pu remarquer aussi que dans la science, qu'est-ce qu'on va chercher en premier dans les comètes et ailleurs? C'est les micro-organismes, l'hydrogène, l'eau, etc. Donc c'est les principaux thèmes de vie qu'on recherche parce qu'ils veulent comprendre l'origine de la vie. Donc, ces micro-organismes qui sont multifonctionnels vont jouer les mêmes rôles avantageux pour vous dans le monde animal, en santé, en résultats et en économie. En économie, certains que je connais ici s'y retrouveront parce qu'ils savent qu'ils peuvent économiser beaucoup de choses, non seulement en faisant plus de santé, mais aussi en résultats zootechniques. On joue le même rôle que dans le sol. Ça peut paraître curieux dans un monde où on spécifie tout, dans un monde où on a tendance à parler de spécificité, j'ai rien contre, sauf que vous avez quand même des choses très simples qui sont capables de résonner à tous les étages de vie. Effectivement, quand une bactérie est multifonctionnelle, ou des bactéries, quand elles sont multifonctionnelles, c'est difficile à comprendre et à admettre dans le monde très rationnel que nous sommes. Mais pourtant, c'est un fait avéré, qui est connu déjà depuis pas mal de temps, qui maintenant, je vous rassure, est de plus en plus connecté maintenant dans le monde de la recherche. Je crois qu'aujourd'hui, on est en train d'évoluer pas mal dans ce monde-là. On verra ce qu'il en ressortira. Moi, j'ai connu dans l'alimentation animale, par rapport à ces levures, aussi un monde d'alimentation où on fait des levures qu'ils appellent de synthèse. Par contre, ce que j'avais remarqué, c'est que dans les compositions, on copie très difficilement ce qui est capable de se faire naturellement. Quand j'ai vu les analyses d'une levure naturelle de fermentation à partir de pain, j'ai vu des composants qui dépassaient très largement celles de la science des levures de synthèse. Alors après, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas cherché à savoir pourquoi. Vous savez aussi que l'homme, lorsqu'il se lance dans la science, il a tendance à sectoriser pour des raisons que vous pouvez imaginer, alors que la nature, elle sait faire en général, elle n'a pas la doctrine de la science humaine pour faire. Elle fait ce qu'elle sait faire. C'est à nous de comprendre comment elle sait faire, c'est à nous de comprendre ce que nous pouvons en retirer, et c'est à nous de comprendre tout ce que nous pouvons faire avec. Et voilà, ça c'est l'essentiel. Maintenant, le sujet est très vaste, mais je crois que notre temps est compté aussi, je pense. Alors, oui, merci M. Audebeau. Je voudrais dire que si vous voulez partager un petit peu sur les expériences avec ces bactéries-là, expériences relatives, mais je veux dire de terrain, vous pouvez en parler à Armand Siégère qui est ici présent, là, voilà, qui lève la main, parce qu'en fait, il l'a utilisé pas mal. Et autrement, chez nous aussi, on l'utilise pas mal. Et sinon, je voudrais juste refaire une remarque vis-à-vis de la dernière remarque de Véronique, dans le sens où la culture de millet est extraordinaire. J'en cultive pas mal. Et je peux vous garantir que c'est un élément premier en nourriture pour les oiseaux, autrement dit pour les volailles. C'est extraordinaire, vous ne pouvez pas imaginer. Et parce qu'il y a des acides aminés qui ne se retrouvent pas dans les autres céréales. Et la seconde chose, c'est que ça a la capacité de s'enraciner à peu près du style de l'avoine et une matière organique restituée qui est l'équivalent d'un maïs. Donc au niveau carbone, c'est énorme. Et en plus, ça tire tout ce qui est en azote de manière à diminuer les pressions des adventices. Mais vous ne pouvez pas imaginer, c'est très fort. Voilà. Et c'est délicieux apparemment. Moi, je n'ai pas goûté, mais mes poules l'ont goûté.